comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes si l'on ne commence par les connaître eux-mêmes? Et comment l'homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle? Bonjour et bienvenue à tous si vous nous rejoignez seulement maintenant pour cette deuxième partie de la grande table dans l'actualité des idées. Aujourd'hui, une enquête, un essai, une recherche. C'est le but d'ailleurs de cette deuxième partie. L'objectif, permettre à un chercheur, un penseur de creuser le sillon de sa pensée et de ses recherches, de ses travaux. Où en sommes-nous? Une esquisse de l'histoire humaine au seuil marque le grand retour de l'anthropologue Todd aux affaires familiales. Une étape ou un aboutissement dans l'analyse des structures familiales dans le prolongement de la diversité du monde. Ouvrage paru au Seuil en 99 où il démontrait déjà le rôle décisif de la famille dans l'évolution des sociétés humaines, notre vulnérabilité aussi aux idéologies, notre aptitude au développement économique. Et dans la suite aussi de l'origine des systèmes familiaux paru chez Gallimard en 2011, essai sur les formes d'organisation moderne à partir de la figure centrale de la famille nucléaire. Ces 40 dernières années, à la marge des circuits universitaires, ça c'est lui qui le dit, il a développé une théorie des systèmes familiaux pour expliquer l'évolution des sociétés contemporaine. Il y revient donc aujourd'hui pour expliquer le grand désordre du monde. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Dessiné, portraitisé en droupie, désespéré ou mélancolique. C'est effrayant. Dans les pages de l'Obs cette semaine. Ceux qui nous écoutent peuvent aussi voir en direct sur notre Facebook Live, vous voir en penseur enthousiaste, j'espère jusqu'à 13h30. Oui, je vais essayer de prendre un air jovial qui n'est pas dans ma manière. Bienvenue à vous en tout cas. À mes côtés, Antoine Mercier qui est resté avec nous pour vous interroger. Une petite question de méthode d'abord. Votre méthode qu'on va tenter de comprendre et d'expliquer, même si vous la développez, vous la travaillez depuis un certain nombre d'années, elle fera peut-être école. En attendant, elle est encore assez peu reprise. Est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi ? Je pense que les sociétés, au final, n'ont souvent pas tellement envie de savoir la vérité sur elles-mêmes. Vous voyez, par exemple, quand j'arrive à la conclusion que les structures familiales déterminent les idéologies, bon, ça passe assez bien au Japon, parce que la famille japonaise est une famille de type souche, autoritaire, je parle de la paysannerie d'autrefois, et en vérité, c'est à peu près, je dis à peu près la même chose que ce que dit le néo-confucianisme. Donc ça s'intègre dans une vision de la famille comme formatrice de l'individu. Mais quand on arrive dans les sociétés de type individualiste, qu'elles soient égalitaires comme la France ou non égalitaires comme l'Angleterre, et quand on explique que la théorie individualiste libérale est en fait le produit inconscient de la prédominance dans les paysanneries du XVIIe siècle ou même depuis le Moyen-Âge, de structures familiales nucléaires qui prédisposent les enfants à la liberté, qui les prédisposent aussi à l'égalitarisme dans le cas de la France, à l'indifférence à l'égalité dans le cas de l'Angleterre, on se heurte finalement. Alors on pourrait en tirer une conclusion optimiste, c'est se dire le totalitarisme est impossible en Angleterre ou en France. Et d'ailleurs, il l'a été. C'est pas là que ça s'est passé. Mais on insulte sur le plan philosophique l'idée de l'homme libre. Car en vérité, ce que je dis, c'est que même les gens qui sont libres dans la vie sociale, qui se croient libres, ne sont pas, en un sens métaphysique, absolu libres, puisqu'ils n'auraient pas la possibilité d'être totalitaires, si l'envie leur en prenait. Moi, je trouve qu'ils ont plutôt de la chance de ne pas avoir cette liberté-là. Mais, vous voyez, donc il y a ce genre de résistance. Et je pense que c'est une théorie qui ne fait pas plaisir. Mais fondamentalement, moi ça m'est égal. En fait, je pense que c'est ce qu'on me reproche inconsciemment dans certaines prises de parti que j'ai. Quand j'arrive dans le débat public, j'arrive avec des modèles scientifiques, des explications scientifiques de type savant cosinus. Je ramasse des données. Moi, de mon point de vue, je n'ai qu'une activité scientifique normale. Je ramasse des données, je fais des hypothèses. Si les données collent avec les hypothèses, on ne pense jamais qu'une chose est absolument vraie. Mais on a simplement des données qui sont compatibles avec l'hypothèse, et j'avance comme ça. Et au fond, j'ai une certaine indifférence aux implications idéologiques, politiques. Alors, quand
quand les universitaires sont furibards contre mon modèle familial, ça ne me dérange pas trop. Je pense que mon attitude d'esprit a atteint un peu sa limite, cette espèce d'indifférentisme scientifique, avec mon dernier bouquin qui est Charlie, où j'étais toujours dans le même genre d'attitude, plus une indignation de citoyen, mais ça a été, je ne recule pas, c'est un livre dont je suis très fier, hein, et d'avoir fait face, mais je ne me suis pas rendu compte que j'allais quand même blesser beaucoup de gens, que j'allais perdre beaucoup d'amis. Et là, j'ai trouvé... là, il y a quelque chose que je regrette quand même dans l'expression. Vous voyez, vous parlez de ma méthode, donc je parle de ma méthode. Sur le qui est Charlie. Qui a, mais vous d'un côté, quand j'ai des prises de position, quand j'interprète la réalité présente, je suis bien content d'être à l'extérieur du monde parce que j'ai mes modèles scientifiques. Mais quand on est dans une société qui est en crise, où il y a eu des morts, où les gens sont surchauffés, c'est pas tout à fait suffisant. C'est un peu normal parce qu'aujourd'hui, les gens veulent être du bon côté, si je puis dire, d'avoir la bonne position. Et vous dites la position que vous prenez, elle est dépendante et déterminée par autre chose que votre, oui, et puis bonne conscience. Les gens me croient. Je vois par exemple hier dans les articles de revues critiques du Monde, il y en avait une qui disait Emmanuel Todd met l'histoire au service de ses engagements. Je regarde ça, je me dis mais c'est quoi mes engagements? C'est pas vrai en fait. C'est d'abord je n'ai plus aucun engagement. Ce livre est plutôt une sorte de testament intellectuel. Et je pourrais dire l'inverse. C'est plutôt je mets mes engagements et le fait que je m'intéresse à la vie du monde pour être motivé pour comprendre l'histoire, qui est mon vrai sujet. C'est pour ça que je travaille. Mais vous n'avez vraiment plus d'engagement intellectuel, pas partisan, politique, moi, pour autant? Je n'ai jamais été engagé. Comment pourrais-je être engagé? Personne ne correspond à mes croyances personnelles. Moi, je me mets en marche politiquement quand j'ai le sentiment que mes recherches me disent que les gens se trompent, vont faire du mal à la société, vont se faire du mal. C'est une vision très minimaliste. C'est une sorte d'engagement. C'est éviter les bêtises, savoir qu'il faut comprendre l'histoire pour agir sur l'histoire. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de grands projets. Mais j'aimerais que le taux de chômage soit plus bas. J'aimerais que les gens aient des revenus qui augmentent, j'aimerais qu'on soit libre. Je suis très minimaliste, je ne suis pas vraiment un utopiste. Essayons de comprendre. Vous défendez une vision anthropologique de l'histoire, vous êtes partisan d'une recherche empirique, vous parlez même d'un empirisme enrichi, qui vous offrirait peut-être plus de liberté. Vous l'enrichissez de quoi, cet empirisme? C'est-à-dire qu'en vérité, on vit dans un monde où les gens ne parlent que d'économie et de politique. Je pense que la matinée est une belle illustration. C'est ça l'information. Alors, l'économie a sa valeur. J'ai fait pas mal d'économies. Je suis arrivé à la conclusion que le libre-échange menait à une insuffisance mondiale de la demande, tout seul, comme un grand. Je suis capable de faire ça. Bon, la politique a tout à fait cessé de m'intéresser, honnêtement, c'est en service. Mais si on veut comprendre, par exemple, la montée des inégalités, qui se présente comme un phénomène irrépressible ces 30 dernières années, on ne peut pas se contenter de l'économie. Il faut voir que avant que montent ou qu'apparaissent les politiques économiques, libre-échange, réforme fiscale, flexibilisation du marché du travail, qui allaient faire monter les inégalités, la société s'était habituée à l'idée d'inégalité à cause de la montée d'une stratification éducative spécifique. Les sociétés occidentales ont vu se développer l'éducation supérieure. On a vu apparaître des sociétés où, je prends les États-Unis, disons rapidement, un tiers des gens font des études supérieures complètes, un tiers de catégorie intermédiaire et un tiers un peu largué sur le plan universitaire. Et les gens qui ont fait des études supérieures s'habituent à croire qu'ils sont supérieurs, qu'ils valent plus. Et l'idée d'un peuple insuffisant se répand. Et puis l'idée d'une classe intermédiaire mal définie se répand aussi. Alors, c'est vraiment opératoire comme modèle, parce que si on suit dans l'histoire, je suis quand même historien de formation, on part des États-Unis qui font la course en tête. Ils ont une génération d'avance pour le développement du supérieur. Vous voyez apparaître le blocage de la stratification, l'arrêt du développement éducatif du supérieur au milieu des années 60, à l'époque de la guerre du Vietnam, et au moment de la guerre du Vietnam, vous voyez le clivage culturel apparaître avec les ouvriers fidèles à la nation et qu'on envoie se battre au Vietnam, et puis les étudiants qui se pensent différents, qui sont dispensés et qui protestent contre la guerre. L'important n'est pas le sujet de la guerre. Moi aussi, j'étais contre la guerre du Vietnam. C'est pas le sujet. Bon, en France,
tout se passe 30 ans plus tard. C'est-à-dire que le blocage éducatif se produit entre 90 et 95. Et puis en 92, on a le traité de Maastricht. Et au moment du traité de Maastricht, le débat sur Maastricht fait exploser le thème de l'opposition du peuple et des élites. Voilà, donc là, on descend à un niveau, je dirais, subconscient. Les gens savent que l'éducation, c'est important. Ils savent que le destin de leurs enfants en dépend, que leur avenir en dépend. Mais ils ne savent pas que ça marche tout seul, que c'est le moteur de l'histoire. Alors ça c'est pour l'éducation, mais j'aimerais bien que peut-être on ressaisisse la couche qui est encore en dessous, familiale. Oui, allons plus profond. Voilà, la couche familiale. Creusons. Parce qu'elle est sous ce vernis de l'économie que vous évoquiez au début de votre réponse. Quand on aura posé ça, peut-être qu'on comprendra peut-être mieux tout ce que vous dites. C'est-à-dire que cette couche... Donc j'aimerais bien, puisque ce livre est finalement une récapitulation de toute votre manière de faire, de penser. Oui, mais il y a des choses nouvelles là quand même. Oui. Bon, j'aimerais en parler. J'ai pas dit le contraire. Mais quand même... Dites-nous simplement, vous dites les familles, l'idéologie. Faisons la petite typologie classique. Non, vous voulez pas nous faire ça? Typologie familiale débouchant sur quelle idéologie? On a peu de temps, donc peut-être on peut partir sur qu'est-ce qu'on peut expliquer d'utile pour maintenant, en allant plus profond. Donc je disais pour l'inégalité, l'éducation c'est bien. Pour le dysfonctionnement de l'Europe et la divergence pratique des nations européennes dans la zone euro, il faut aller au niveau des infrastructures familiales et religieuses. On a une Allemagne qui s'en est très très bien sortie, qui a un type de structure familiale, ou qui avait un type de structure familiale autoritaire, inégalitaire, prédisposante à la discipline, à l'acceptation des blocages de salaire, qui encourage une perception collective de la société et qui a donné à l'Allemagne une très très grande efficacité en Europe et dans la globalisation. Et puis en France, on a des types comme ça dans le sud-ouest, mais globalement, on a une structure familiale dominante qui est de type individualiste, nucléaire, beaucoup moins adaptée. Et donc, si on plonge au plus profond de l'anthropologie, on comprend pourquoi l'Europe dysfonctionne économiquement. Mais dans ce livre, ce que j'ai ajouté, c'est que, je dirais, on comprend aussi, c'est une belle renonciation de ma part, pour moi qui ai lutté pendant un quart de siècle contre l'euro, on comprend aussi pourquoi, idéologiquement et politiquement, l'euro est un succès. Plus personne ne veut en sortir. Même le Front National n'ose plus en sortir. Et donc on fait la carte en Europe des structures familiales autoritaires inégalitaires. On lui superpose la carte de ce que j'appelle le catholicisme zombie, c'est-à-dire ces régions catholiques qui ne sont plus catholiques, mais où l'idéologie un peu hiérarchique du catholicisme était restée assez importante. Et on se rend compte que la zone euro est tout à fait dominée par des conceptions autoritaires, inégalitaires, hiérarchiques, et que c'est tout à fait normal qu'une monnaie qui aggrave les inégalités sur le continent, qui veut imposer de la discipline aux individus, aux entreprises, plutôt que de leur donner de la liberté d'action, soit dominante sur le continent. Et puis on comprend pourquoi l'Angleterre, qui est individualiste, nucléaire, veuille sortir aussi vite qu'elle le peut de cette conception. C'est donc très utile. Mais comment vous expliquez qu'il y a une adéquation entre les structures familiales et les structures nationales? Parce que vous parlez des structures familiales et des nations en même temps. C'est pas absolu. C'est-à-dire que l'Allemagne est assez homogène du point de vue de structure familiale. Mais un pays comme la France n'est pas homogène. Il y a un centre qui est nucléaire égalitaire, individualiste. Il y a une périphérie qui est plutôt dominée par des systèmes égalitaires hiérarchiques. Mais à travers l'histoire, à travers la violence de l'État central, un système français s'était constitué qui combinait, je dirais, 2 tiers d'individualisme égalitaire et 1 tiers de France hiérarchique. Et quand la France était indépendante, ça marchait assez bien, puisque finalement la périphérie hiérarchique donnait au système ce qu'il lui fallait de solidité, à l'État français très efficace, ce qu'il lui fallait. Je parle, le Sud-Ouest fournissait des postiers, des bureaucrates de type varié, des soldats. C'est un système complémentaire. Alors évidemment, maintenant qu'on est dans la zone euro, cette complémentarité des régions françaises est en train d'exploser. L'Italie aussi est plurielle, mais avec une dominante plutôt autoritaire, égalitaire. L'Espagne n'a pas encore vraiment fait son unité avec la Catalogne qui est souche. Vous voyez, donc c'est un modèle qui... Mais c'est complètement empirique. Je pense que ça serait tout à fait une erreur de croire que j'aime ça. J'aimerais tellement que le monde soit différent au fond. Emmanuel Todd, vous continuez donc à penser que la famille en dit
Somme toute assez long sur la manière d'être des hommes, sur le devenir aussi de l'humanité. Vous expliquez à travers ces structures familiales, vous essayez de montrer comment elles peuvent nous aider à écrire une histoire de l'humain. Et comme l'indique le titre de votre livre, on attend peut-être une réponse à cette question. Où en sommes-nous ? Si on prend une règle, je ne sais pas où vous placez le point, le moment où nous en sommes aujourd'hui, sur quel chiffre, quel nombre, mais vous étudiez ce qui se passe avant. Vous dites que votre méthode permet aussi de voir un peu ce qui peut arriver après. Là, on est dans un instant de grande régression pour vous aujourd'hui ? Non. C'est-à-dire, on n'est pas dans un moment. Il y a ce paradoxe d'un saut technologique extraordinaire avec la révolution informatique, de communication instantanée, de révolution médicale. On sent bien qu'on est dans une mutation technologique extraordinaire, mais on est aussi dans une période où l'espérance de vie des Américains blancs de 45-54 ans baisse, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, suite au blocage de la machine sociale qu'on peut expliquer par cette stratification éducative. Mais surtout, je crois que dire où est-ce qu'on en est, c'est... Je ne cherche pas à faire Madame Soleil, tellement. C'est vraiment dire, par exemple, les modèles qu'on a, le modèle de la globalisation est plutôt un modèle de convergence. C'est l'idée que la modernité technologique, économique, implique la convergence. Alors, tout n'est pas faux dans l'idée de convergence. Dans la mesure où toutes les sociétés avancées sont bloquées en termes éducatifs à un niveau très élevé, et dans la mesure où toutes les sociétés de l'ancien tiers-monde sont en progrès éducatif rapide, il y a un certain type de convergence qui est en train de se produire. Mais par exemple, quand on parle du monde occidental ou du monde développé, le seul pays dont on admet qu'il ne converge pas actuellement, c'est la Russie, ce qui est devenu la bête noire de tout le monde. Donc j'ai une analyse détaillée de la Russie à la fin, qui n'est pas primordiale dans le bouquin. Je la compare à la Chine et je montre que, contrairement à ce qu'on pense, c'est plutôt les Russes qui vont s'en sortir que les Chinois, en fait, dans les années qui viennent. Mais on vit avec l'idée d'un Occident, par exemple, où ça convergerait. Et l'analyse anthropologique de longue durée nous montre que, en fait, le monde anglo-américain, qui est le vrai cœur de mon livre, c'est vraiment un tiers du bouquin, et sur la dynamique du monde anglo-américain, pas du tout sur ces pays périphériques, genre Russie et Chine. Et on se rend compte que la dynamique actuelle du monde anglo-américain, mais qui est une dynamique de très longue durée, est à l'opposé de la dynamique, je dirais, mettons, du monde germanique, ou périphérique au monde germanique. Et là où l'utilisation d'une anthropologie historique de longue durée est vraiment très efficace, c'est que quand on se rend compte que, c'est dur à accepter l'idée de divergence. Je veux dire, l'idée, c'est pas agréable de penser qu'il y a toujours des différences entre la France et l'Allemagne, entre l'Angleterre et l'Allemagne. C'est pas agréable, c'est pas une idée sympathique au fond. Mais quand on a reconstitué, comme je l'ai fait dans l'origine des systèmes familiaux, et comme je l'ai utilisé, appliqué politiquement ou idéologiquement dans ce modèle, le processus, l'histoire des systèmes familiaux, qui n'est pas du tout, comme on le croit, l'histoire d'une famille nucléaire qui sort partout petit à petit d'un magma familial, communautaire, patrilinéaire. Quand on a réussi à reconstituer une famille originelle d'Homo sapiens tel qu'il émerge en Afrique et tel qu'il sort d'Afrique en moins 100 000 avant l'ère commune, et quand on voit que ce type familial nucléaire se différencie dans l'histoire, qu'il devient de plus en plus complexe dans les lieux d'origine de l'histoire, en Mésopotamie, dans ce qui est actuellement l'Irak. On a d'abord l'émergence de la famille souche, ce système qu'on trouve encore en Allemagne ou au Japon au XIXe siècle. Ensuite, dans la famille communautaire, ce qu'on trouve toujours en Russie ou en Chine au XIXe siècle. Et ensuite, ça se complique de l'endogamie, c'est-à-dire du mariage entre cousins. Et quand on voit que sur la périphérie du monde survivent et même s'affinent, dans le cas de l'Europe très occidentale, des systèmes familiaux individualistes et nucléaires, on voit que la tendance historique de très longue période de l'histoire humaine est une histoire de divergence. Et donc, mais je ne donne pas de solution. Je ne dis pas que c'est dramatique. Je dis qu'il faut savoir ça pour être mieux à même de gérer, je veux dire, des différences qui persistent. Et que si on ne voit pas ça,
Actuellement, on se met dans des phases de conflit insensés avec la Russie qui reste communautaire. Communautarisme, c'est spécial puisque le statut de la femme est très élevé en Russie. C'est une bizarrerie. On se met dans une attitude de dénégation de l'existence d'une différence fondamentale entre les sociétés française et allemande, et donc on se met... Et alors, si on en avait cette conscience-là, qu'est-ce qui changerait? Ça veut dire qu'on aurait conscience de cette divergence et qu'elle porterait moins des effets non perçus, non dits, etc. C'est-à-dire si on accepte l'idée de différence difficile à réduire, on évite des conflits inutiles, et la situation actuelle est devenue dangereuse. C'est les implications du modèle. Le livre ne cherche pas du tout à donner des leçons, il cherche à comprendre ce qui se passe, pas à dire ce qu'il faut faire. Moi, ce qui me fait peur, c'est finalement ce que j'évoquais en parlant de l'Angleterre en réponse à votre question. C'est je vois venir des conflits par incompréhension. Donc, par exemple, là, ce que je vois venir, c'est le conflit par incompréhension entre tous les Européens, entre les Allemands et les Américains. Je suis pas sûr que le conflit avec la Russie va durer très longtemps parce qu'il y en a tellement d'autres qui apparaissent. Ou vous prenez, par exemple, cette question si importante pour nous du statut de la femme. Je suis un Français banal, je suis absolument pour l'émancipation des femmes, qui ne me pose aucun problème parce que je viens d'une famille matriarcale depuis l'avant-guerre, à peu près. Donc, il n'y a aucune adaptation de ma part. Mais si on est dans le modèle traditionnel de l'histoire, on se dit, avant, il y avait les hommes qui dominaient dans cette grosse masse anti-individualiste, et puis on a vu émerger l'individu, l'émancipation de la femme. Et puis alors là, les gens au Moyen-Orient ou en Chine, où le statut de la femme est bas, où la famille est complexe, ils doivent d'une certaine façon, juste nous rattraper, comme ils tentent de rattraper sur le plan éducatif et sur le plan économique. Mais une fois qu'on a compris que nous, en fait, on a un système familial féministe parce qu'archaïque, je peux vous garantir que les femmes chez les chasseurs-cueilleurs originels étaient différentes, mais très respectées. On se rend compte que ce qu'on demande à nos partenaires du monde en rattrapage, ça n'est pas d'accélérer vers l'émancipation des femmes, ce qui serait déjà difficile, c'est de revenir en arrière dans leur histoire, c'est-à-dire d'inverser la machine historique. Et donc, on aboutit... Alors, je voudrais dire, c'est très concret. Par exemple, regardez la Chine, présentée comme si moderne. L'atelier du monde, tout ce qu'on veut. Adaptation démographique, chute de fécondité, la Chine est à 1,7 enfants par femme. C'est moins que nous, c'est moins que les États-Unis. C'est à peu près comme l'Iran actuellement. Mais c'est une modernisation qui n'est pas une modernisation en profondeur pour un anthropologue, puisque comme maintenant les gens ont peu d'enfants, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de garçons. Et donc, ils préfèrent avoir des garçons. Et donc, ils se sont mis à pratiquer ce qu'on appelle, c'est pas joli, le féticide sélectif des bébés de sexe féminin. Et donc, le sexe ratio, c'est-à-dire que la proportion de garçons à la naissance augmente sans arrêt en Chine. C'est-à-dire que dans une population eurasiatique normale, c'est 105, 106 à la limite le sexe ratio, 105, 106 garçons pour 100 filles. Et en Chine, on atteint 120. Et donc c'est bien la preuve que les valeurs, en vérité la chute du communisme, le communisme était très féministe. Donc la chute du communisme a plutôt réactivé le trait masculin du système chinois, et la modernité actuelle est une pseudo-modernité, et une fois qu'on a ça, on se dit non mais ça paraît difficile d'imaginer dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants un ajustement sur les valeurs libérales de l'Occident tout de suite, ou une disparition des valeurs égalitaires qui ont déjà permis le communisme chinois et qui sont actuellement de nouveau un facteur d'instabilité pour le système politique chinois. Non, c'est très utile l'anthropologie quand même. Monsieur le professeur, Emmanuel Todd. Oui, je suis désolé, je le sentais partir comme vieux prof dans son truc. Je vous prie de m'en excuser. Bon, je rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent qu'il est 13h22, que vous êtes sur France Culture, que c'est la grande table et que nous recevons Emmanuel Todd, historien, anthropologue, qui vient d'écrire un ouvrage somme sur la question de, une sorte d'esquisse de l'histoire de l'humanité. En fait. Voilà, sur l'histoire de l'humain même, où en sommes-nous, et ça paraît au seuil. Je voudrais juste revenir sur cette question de la stagnation éducative. Pourquoi est-ce que vous appelez à une prise de conscience sur ce sujet-là ? Pourquoi
pointez du doigt cette question spécifique. C'est pas facile à dire. Aidez-moi. Spécifiquement, non, j'arriverai pas. Un chasseur sachant... On va se chasser, c'est ça, sans Emmanuel Todd. Sur l'inégalité dans l'éducation notamment, vous pointez du doigt une fois encore ce que vous appelez l'académia, ce monde de l'enseignement supérieur, universitaire, cette machine à fabriquer de l'inégalité, ces systèmes d'enseignement dont la fonction principale, écrivez-vous, n'est plus l'émancipation, mais le classement et l'orientation. Vous nous avez fait tout à l'heure un récapitulatif de ce qu'a pu être l'évolution de ces systèmes d'enseignement dans ce miroir américain, avec d'abord ce boom éducatif et puis suivi de cette période de stagnation. Aujourd'hui, pourquoi c'est vraiment le nerf de la guerre, cette question de l'éducation? Et pourquoi il faut s'inquiéter de cette stagnation? Alors, c'est pas tellement la question du progrès, parce que je n'exclus pas du tout un redémarrage éducatif. Il y a eu des périodes d'arrêt du progrès éducatif. On n'est pas fondamentalement dans une période de régression. L'alphabétisation universelle qui était acquise en Europe vers 1900, en Europe du Nord-Ouest, est toujours là. Le niveau éducatif est en fait très élevé quand même. Je veux dire, on est dans les pays avancés, on a 30% d'une classe d'âge, je dis ça à la louche, qui fait des études supérieures. La Chine est à 5%, pour situer la réalité des écarts. Ce qui m'inquiète, et c'est ce qu'on voit exploser, ce qu'on a vu exploser, je dirais, avec le Brexit, avec l'élection de Trump et avec l'élection de Macron. C'est-à-dire que dans l'analyse que donnent les sondeurs d'opinion des résultats électoraux, la variable éducative est de plus en plus en évidence. Alors aux États-Unis, c'était absolu. C'est-à-dire les sondeurs d'opinion qui annonçaient le combat entre Clinton et Trump classaient vraiment les électorats en fonction du niveau éducatif et ont d'ailleurs essayé d'imposer l'idée que les électeurs de Trump étaient tous des débiles profonds, les deplorables de Hillary Clinton, ce qui n'est pas vrai, d'abord parce que beaucoup ont fait des études supérieures, peut-être un peu moins brillantes que les autres, et puis parce que même en bas, tout le monde sait lire. Voilà. Et le Brexit a été voté par les masses populaires anglaises moins éduquées, mettant les universitaires de Cambridge dans un état de fureur homicide, puisque Cambridge a voté Remain à 70%. Et quand Macron est passé, et surtout au premier tour, on voit bien que son électorat, c'était l'ouest de la France qui n'a pas trop souffert de destruction industrielle, parce qu'il n'y avait jamais eu tellement d'industrie, et puis les centres urbains où sont tous les gens suréduqués. Et donc, cette académia, ce système éducatif peut être au centre de ce grand compromis. Mais aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui, est-ce qu'il peut être au centre de ce grand compromis ? Je démonte un peu ce que fait Academia, je la décris comme reproduisant cette stratification éducative. Mais on est quand même, j'ai quand même fait un post-script où je me suis soucié de l'avenir de la démocratie libérale, qui est un peu décalé par rapport à l'esprit du livre. C'est une sorte d'ultime réflexe citoyen en se disant, mais quand même, c'est bien de décrire froidement tout ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je note que je me restreins aux trois vraies démocraties occidentales, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Et je dis, regardez, l'alphabétisation de masse est là pour rester. En bas, vous avez partout un peuple sous-privilégié, en colère, et donc qui nourrit l'aspiration populiste dans le langage des élitistes. Mais on ne peut pas être populiste, on ne peut pas militer pour simplement la défense du tiers le moins éduqué de la population. Bon, l'élitisme est également indéfendable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, une société ne peut pas vivre en partant du principe que seul son tiers supérieur a une valeur sociale. Et ce que je dis, c'est qu'il va falloir négocier. C'est en ce sens que la prise de conscience de cette stratification éducative est importante, pas pour dire que l'éducation supérieure c'est affreux, pas pour dire que les gens qui n'en ont pas sont affreux, mais pour dire que le choix pour une société comme la société française, c'est, et pour l'Amérique et pour l'Angleterre, c'est entre une négociation entre tous les groupes, un nouveau pacte social qui gère de façon pragmatique ces différences et qui fait des politiques économiques bénéfiques à tous, ou alors la désintégration. Alors, ce qui me rend un peu triste en tant que Français,
c'est que l'Angleterre, c'est pour ça que je m'inquiète pas pour l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est le pays où les gens d'en haut ont accepté de prendre en charge les soucis des gens d'en bas. Où il y a eu ce pacte, ce compromis entre le peuple et les élites, ça a été le Brexit. Ont voté le Brexit, les universitaires sont furieux, Academia est furieuse, et le Parti conservateur gère le Brexit. Et apparemment, les Anglais pensent tous qu'ils ont quelque chose en commun, qui est d'être anglais. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Donc sur ce point, on doit prendre exemple. Comment ? Sur ce point, on doit prendre exemple sur la Grande-Bretagne. Alors, les États-Unis, eux, ils sont en état de ce que j'appelle de schizophrénie dynamique. Parce que Trump a réussi à déborder le Parti républicain, mais le Parti républicain l'a accepté, il a été élu. Donc il y a bien une partie des élites américaines qui acceptent ce souci du peuple américain. Mais l'autre partie, qui est tout aussi considérable, puisque Trump n'a même pas eu la majorité des suffrages exprimés, ne reconnaît pas la légitimité de Trump. Donc on ne sait plus qui est au pouvoir aux États-Unis. Alors Trump est applaudi quand il fait la guerre à l'extérieur, on ne sait pas pourquoi. Dès qu'il envoie des troupes ou qu'il tire des missiles, l'establishment libéral trouve qu'il est formidable. Mais ça, c'est un état totalement schizophrénique. Donc, et Macron, parce que vous avez dit, je pense que les États-Unis vont s'en sortir, qu'ils vont suivre le modèle anglais. Mais nous, on est dans un état de non-communication absolue. Je veux dire, et on a vu, c'était tragique, la façon dont Marine Le Pen s'est faite intellectuellement écraser par Macron, qui est un bon élève habitué à passer des oraux. C'est comme ça qu'il a été pris à l'ENA. Et porter en elle-même le sentiment d'infériorité éducative de son électorat ouvrier du Nord, ça avait quelque chose de pathétique. Et tous les choix qui sont faits actuellement en France, le choix post-national, l'attachement à l'Europe, c'est le contraire des choix anglais-américains. C'est, sur le fond, c'est pas le choix de l'Europe, c'est le choix de ne pas s'occuper des gens d'en bas. Et ça, c'est la désintégration garantie à moyen terme. Merci beaucoup, Emmanuel Todd. Où en sommes-nous ? Un ouvrage qui paraît en ce moment au seuil. Chaque jour, quand une grande table se referme. Je peux dire un mot quand même ? Oui, je vous en prie. Vous n'avez pas beaucoup souri. Je n'ai pas réussi à parler du truc dont je suis le plus fier dans le bouquin, qui est un chapitre qui m'a donné un travail fou, dans lequel je revisite l'histoire de la famille juive antique et où je démontre qu'elle était nucléaire et que la culture juive était exogame, tempérée plutôt qu'endogame. Ça, c'est mes vraies préoccupations. Et ça fera l'objet d'une prochaine invitation, peut-être dans une autre émission sur France Culture. Nous, on vous retrouve très bientôt, de toute façon, Emmanuel Todd, ainsi que tous ceux qui nous suivent. Ce sera lundi, une grande table cinéma avec Mathieu Amalric en première partie pour son contre-biopic de Barbara. Et puis, on parlera de la réforme de l'éducation qui est en cours en ce moment dans la deuxième partie de l'émission, la partie savoir et idées. Un grand merci à toute l'équipe, Claire Maillot, Chloé Leblond, Clémence Marie et Henri Leblanc avec Julien Rosa. À la réalisation, Perret Legras et Pierre Faucillon aujourd'hui.